Bonsoir. Bonsoir. Alors, au nom de Sciences Po Environnement, merci, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous remercions d'être venus pour cette conférence sur le thème de l'alimentation qui sera donnée par M. Loïc Prudhomme, député de la Gironde. Donc, cette conférence a pour thème l'alimentation et particulièrement l'alimentation industrielle, ses effets sur la santé et sur l'environnement. Donc, nous remercions bien sûr M. Loïc Prudhomme d'être venu, ainsi que les gens qui l'accompagnent, et nous vous remercions à tous d'être venus ce soir pour écouter cette conférence. Donc juste un petit mot par rapport à l'organisation. Donc pour commencer, Jean-Baptiste et Monsieur le député vont commencer par aborder un peu les différents travaux qui ont été réalisés récemment. Et ensuite, donc ça vous donnera un peu, pour ceux qui n'ont pas eu trop d'informations encore sur le travail qui a été réalisé en Assemblée, afin d'avoir un peu une vue un peu plus globale de ce qui a été fait. Et ensuite, on fera une partie un peu plus interactive où chacun pourra poser des questions, que ce soit sur le travail d'un parlementaire, que ce soit sur différentes politiques de développement durable et que ce soit sur des perspectives proposées par le député et son parti. Merci. Bonne conférence. Du coup, on va commencer par la question que... Alors du coup, déjà, je vais, pendant la première partie, faire le médiateur. On va aborder un peu rapidement ce qui a été présenté dans le rapport qui a été rendu par Loïc Prudhomme sur l'alimentation industrielle. Et ensuite, vous pourrez approfondir les sujets qui vous intéressent et on fera passer des micros pour que vous posiez des questions. Du coup, on va commencer par la question que je pense beaucoup de gens se posent dans la salle. Qui êtes-vous, Monsieur Prudhomme ? D'où vous venez ? Quel est votre travail à l'Assemblée nationale ? Alors, qui je suis ? Donc, Loïc Prudhomme, député France Insoumise de la Gironde, 3e circonscription. Premier mandat de député. Je pense que ça peut éclairer aussi sur mon parcours et mon travail à l'Assemblée nationale. Je fais partie de la commission développement durable et aménagement du territoire, une des 8 commissions permanentes du Parlement. Et voilà, quoi dire de plus. Un parcours, peut-être, je ne sais pas si ça vous intéresse, mon parcours académique, des études pas très longues. J'ai fait des études, j'ai un brevet de technicien agricole, mais que pas du tout issu du milieu agricole, et j'ai un BTS qui à l'époque s'appelait maîtrise de l'eau en agriculture. Donc, voilà. Et j'ai un parcours professionnel, alors c'est pareil pour vous éclairer sur ce parcours atypique dans le privé, sur plutôt un travail technico-commercial dans le monde de l'arrosage et de l'irrigation, plutôt à destination des collectivités territoriales. Et j'ai intégré l'INRA, donc l'Institut national de la recherche agronomique, sur concours en 1999, déjà un âge un petit peu avancé. Et donc j'étais jusqu'à mon élection technicien de la recherche, donc dans la recherche agronomique, à Bordeaux. Je ne sais pas si ça suffit comme description, mais vous pourrez me reposer des questions pendant les échanges. Alors, du coup, je vais expliquer un peu rapidement comment fonctionnent les commissions d'enquête parlementaires. Chaque groupe parlementaire peut décider de mener une commission d'enquête parlementaire pour chaque session du Parlement. Donc vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais globalement c'est entre septembre et juin, et plus aussi il y a des extensions de travaux, ce qui se fait régulièrement en ce moment. Donc pour cette première commission d'enquête, vous avez choisi le thème de l'alimentation industrielle. Et donc la première question, c'est pourquoi avoir choisi ce thème-là en particulier, et pourquoi vous avoir choisi vous du coup comme président de cette commission d'enquête. Alors sur le formalisme des commissions d'enquête. Nous, on est un groupe minoritaire, comme sans doute vous le savez, à l'Assemblée nationale, la France Insoumise, et donc on a ce qu'on appelle un droit de tirage par session pour que les commissions d'enquête, la commission d'enquête de notre choix puisse être du coup menée. C'est-à-dire qu'on peut proposer autant de commissions d'enquête que l'on veut, mais étant donné qu'on est minoritaire, elles ne seront pas mises en place, mais on peut en choisir une et dire celle-ci, voilà, on a le droit de tirage et la majorité est obligée de nous accorder cette commission d'enquête. Donc on s'est posé la question,
à la même époque de l'année dernière, de savoir qu'est-ce qu'on allait proposer comme commission d'enquête et surtout laquelle on allait mettre sur le devant de la scène et imposer pour les travaux parlementaires de la session, de l'année à venir. Et on était au moment de ces scandales que vous avez tous en tête, à répétition, le scandale Lactalis qui faisait l'actualité, mais il y avait aussi en mémoire l'affaire des œufs au fipronil ou encore l'histoire des lasagnes au bœuf de cheval. Et donc on s'est dit, tiens, là il y a quand même un sujet à creuser. On a regardé un petit peu, aucune commission parlementaire n'avait jamais travaillé sur ce sujet-là. Et donc il nous a semblé intéressant de proposer ce travail. On l'a abordé sous l'angle santé, donc santé et environnement, puisque l'intitulé de notre proposition de commission d'enquête, c'était commission d'enquête sur la nourriture industrielle, ses impacts sur les pathologies chroniques, sur l'environnement, mais aussi les impacts sociaux, parce que quand on tire le fil de l'alimentation, et c'est ce que j'ai découvert, mais je pense que dans 1h30 on n'aura pas le temps de dérouler toute la pelote, c'est que quand on tire ce fil-là, en fait, il y a beaucoup de choses qui viennent avec, qui nous parlent de notre mode de vie, qui nous parlent de notre mode de production, qui nous parlent de notre mode de consommation, et y compris du mode de distribution de notre alimentation aujourd'hui dans la société. Donc c'est un sujet très très vaste. Et enfin, pour répondre pourquoi c'est moi qui me suis retrouvé à présider cette commission d'enquête, quand un groupe propose une commission d'enquête, c'est bien sûr un des parlementaires du groupe qui la préside. Et quand on en a discuté en réunion du groupe parlementaire de la France Insoumise, mes collègues se sont tournés vers moi, sans doute parce que mon parcours et mes études et mon parcours professionnel et mon engagement aussi sur toutes les questions agriculture notamment, ont fait qu'ils ont pensé naturellement que j'étais le plus à même de porter ces travaux. J'en étais pas persuadé au moment où ils sont retournés vers moi, je n'avais pas d'expérience de ce que pouvait être une commission d'enquête. Ceci dit, j'ai pris le fait qu'ils me le proposent d'une manière plutôt positive et j'ai essayé de faire ce travail avec le plus grand sérieux et surtout pour essayer d'aboutir aussi à un travail qui puisse servir à l'avenir et qui ne soit pas un rapport qui serve à caler des armoires dans les ministères. Donc voilà. Ce qui est pour l'instant le cas. Parce que quand on produit un rapport de commission d'enquête, quand on est dans un groupe minoritaire, il est assez peu probable qu'il soit aujourd'hui proposé sous forme d'une loi, en tout cas, par la majorité. Donc nous, on va le faire vivre autrement. On va sans doute utiliser notre niche parlementaire pour faire une proposition de loi sur ce sujet-là. Mais pour l'instant, c'est un travail en tout cas qui fait référence de l'avis de tous les spécialistes, les scientifiques, les institutionnels qu'on a pu auditionner pendant 6 mois. Le travail d'une commission d'enquête, c'est 6 mois, pas un jour de plus. Les retours sont très positifs dans le sens où c'est le premier rapport parlementaire sur le sujet et que le sérieux des travaux et le constat qui est fait en tout cas font l'unanimité dans les gens qui s'intéressent à cette question. Oui, alors sur la question du sérieux des travaux, je rappelle qu'il y a eu un article dans la presse américaine, dans le New York Times, d'une chercheuse de l'université de New York sur le sujet. Donc c'est un travail qui a un peu marqué par son sérieux. Et dans ce rapport, les termes qui reviennent beaucoup, en plus de la nourriture industrielle, c'est les aliments ultra transformés. Donc qu'est-ce qui catégorise, qui définit la nourriture industrielle par rapport à du coup la nourriture conventionnelle, on pourrait dire? Alors, c'est là qu'il faut éclaircir aussi une position. C'est quand on a démarré cette commission d'enquête, qu'on a dit voilà, on va enquêter sur la nourriture industrielle, on nous a dit ça y est, la France insoumise, l'industrie, vous êtes contre la nourriture industrielle, etc., etc. Non, c'est pas le cas. Une des choses quand même à noter, c'est que je parlais des modes de vie juste avant. La nourriture industrielle aujourd'hui, on ne peut pas y échapper. Et je défie quiconque ici de me dire qu'il ne consomme jamais de nourriture industrielle. La question, c'est de quelle nourriture industrielle il s'agit. Et effectivement, dans la nourriture industrielle, il y a un panel assez large. Est-ce que la conserve de haricots verts que vous ouvrez quand vous n'avez pas le temps en rentrant chez vous le soir, c'est de la nourriture industrielle? Moi, je répondrais oui. Est-ce qu'elle a des effets délétères sur notre santé? Je pourrais plutôt vous dire que non. Par contre, si vous achetez un aliment ultra transformé, on pourra peut-être développer là-dessus,
des aliments ultra transformés qui sont aussi produits par l'industrie agroalimentaire. Là, on rentre dans le dur, parce que effectivement, c'est ce type d'alimentation industrielle et ultra transformée, notamment, mais pas seulement, qui pose des problèmes. Donc, comment définir l'alimentation industrielle ? C'est un peu compliqué. Je serais plus tenté de vous définir ce que serait la malbouffe issue de cette nourriture industrielle. Pour moi, la nourriture industrielle, en quelques mots, c'est quelque chose qui est fait à grande échelle, par des processus qui ne sont pas, on va dire, en opposition, pas des processus artisanaux où c'est le producteur qui va transformer sa production, donc un produit brut qui est peu transformé et qui est mis à disposition. Voilà. Donc dès qu'on passe sur une échelle de production ou une échelle de transformation en grand volume, on est sur la nourriture industrielle. Je ne sais pas si ça répond à la question ou si je la complète. Je ne veux pas faire non plus de long tunnel, je ne sais pas comment tu veux gérer ça. Alors, ce que moi j'ai découvert aussi en lisant ce rapport, c'est que quand on achète de la nourriture industrielle, je peux prendre l'exemple par exemple des pizzas en supermarché, on se dit c'est une pizza fabriquée à très grande échelle. Et ce dont parle le rapport, c'est des briques alimentaires et du fait qu'en réalité, il n'y a plus beaucoup d'aliments dans les aliments industriels. Alors comment est-ce que ça fonctionne, ce principe de ce fonctionnement en briques alimentaires ? Alors, avant d'aller sur ces briques et donc sur l'alimentation ultra transformée, terminer mon contour en tout cas de cette nourriture industrielle par le contour que je ferai de la malbouffe, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand même, il faut appeler un chat. La malbouffe, on pense que c'est le fast-food du coin de la rue où on mange des choses qui sont ou trop sucrées, ou trop grasses, ou les deux, ou trop salées, ou les trois. Donc effectivement, la malbouffe, c'est ça. C'est de la nourriture qui peut être trop sucrée, trop salée, trop grasse. Mais c'est aussi de l'alimentation industrielle, on va se focaliser un petit peu plus là-dessus après, des aliments ultra transformés qui du coup contiennent des additifs alimentaires. Mais la malbouffe, c'est aussi par le mode de production standardisé, industrialisé pour produire des produits conformes, calibrés, qui vont être transformés par l'industrie alimentaire. Ce mode de production fait qu'on retrouve aussi sur des aliments des résidus de cette production, donc des résidus de pesticides, perturbateurs endocriniens, tout ce que vous pouvez imaginer comme cocktail de choses fort sympathiques. Donc ça aussi, pour moi, c'est de la malbouffe. Donc voilà à grands traits ce qu'est la malbouffe. Alors pour focaliser plus particulièrement sur l'alimentation et les aliments ultra transformés ou transformés et leur parler de ces briques élémentaires, c'est que ce mode de production poussé à son paroxysme, il donne les choses suivantes. Vous avez des gens qui vont produire des pommes de terre, par exemple, à une échelle industrielle pour répondre à un industriel agroalimentaire. Qu'est-ce que va faire cet industriel agroalimentaire ? Il va en tirer de la fécule de pommes de terre. Il va en tirer de l'amidon, il va en tirer de l'amidon modifié, etc., etc. De la même manière que le producteur de maïs, qui a une production industrielle qui vendra à l'industrie agroalimentaire, ça va produire du sucre, ça va produire de l'amidon de maïs. Donc en fait, un produit brut, il est plus utilisé brut. Il est fragmenté en autant d'éléments de briques élémentaires, ce que j'appelle des briques élémentaires, effectivement, quand vous voyez du saccharose, des sucres invertis, des choses comme ça, c'est issu de production industrielle. Donc de ces produits, on les fragmente, ça s'appelle le cracking, c'est comme ça que l'industrie agroalimentaire le nomme, c'est qu'à partir d'un produit brut, on va le dissocier en un paquet de sous-éléments. La nourriture, ces éléments-là, leur avantage c'est quoi ? C'est comme ils sont issus d'un processus de production industrielle à grande échelle, les produits sont payés peu cher, les briques élémentaires donc reviennent pas cher du tout, ça coûte rien. Il faut le dire tel que c'est, ça coûte rien. Et donc, à partir de ces briques élémentaires, il y en a à peu près aujourd'hui 1 millier, on va dire, qui sont les plus utilisées par l'industrie agroalimentaire. À partir de ce millier de briques élémentaires, l'industrie agroalimentaire est capable de produire 500 000 produits finaux différents. Alors comment, avec les mêmes produits,
Vous pouvez faire d'un côté des lasagnes et de l'autre côté de la mousse au chocolat sans que les produits qui sont à l'intérieur aient beaucoup varié. Je prends un exemple un peu caricatural, mais ça, c'est pas très loin de la vérité. Qu'est-ce qu'il faut pour que les lasagnes aient goût de lasagne et pas de mousse au chocolat? C'est pas très compliqué, vous additivez, alors vous mettez des arômes artificiels, vous mettez des colorants, vous mettez des agents de texture, vous mettez des antioxydants, des émulsifiants, j'en passe. Parfois, sur l'exemple de la pizza, vous avez jusqu'à 30 additifs dans votre pizza surgelée industrielle. Donc voilà comment se construisent aujourd'hui ces aliments ultra transformés. 1000 briques élémentaires, 500 000 produits qu'on différencie en additivant massivement avec 338 additifs industriels que j'appelle moi de la chimie comestible. Et encore que sur le terme comestible on pourrait en discuter parce que c'est très controversé et ça c'est aussi un gros souci pour pas dire l'essentiel. Avec cette chimie on arrive à différencier les produits pour en faire d'un côté des lasagnes, ici de la mousse au chocolat ou là encore quel produit que vous achetez et que vous mettez dans votre micro-ondes pour manger en 5 minutes. Voilà comment se construit aujourd'hui ces aliments ultra transformés. Alors le problème de cette alimentation ultra transformée, on comprend bien le souci de la présence d'additifs. Parce que beaucoup de ces additifs sont controversés, sont suspectés d'être cancérogènes, neurotoxiques, perturbateurs endocriniens. Ça, c'est un fait établi, on pourra peut-être en discuter. D'autant que ces additifs ils sont présents par petits paquets. Il n'y a jamais un additif, comme je vous l'ai dit, il faut souvent un arôme, un colorant, un conservateur, un agent de texture pour que ça ressemble à quelque chose. Donc ils sont souvent par 4, 5, 10, 30 additifs. Donc ça c'est le problème des cocktails qui se retrouvent dans ces aliments ultra transformés et qui peuvent en plus se cumuler avec ce que je disais avant, que les produits qui rentrent dans la composition peuvent aussi être porteurs de résidus de pesticides du fait du mode de production. Donc on a un double effet cocktail entre ces additifs et entre les résidus de la production. L'autre problème qui est pointé, qui est moins connu, et il y a un chercheur qui travaille là-dessus, qui s'appelle Anthony Fardet, chercheur de l'INRA, et qui fait écho aux chercheurs de Brésiliens, une équipe de nutritionnistes brésiliens qui sont très en avance là-dessus, et qui ont réussi à classer aussi les aliments en fonction de leur degré de transformation. Ce problème-là, c'est que c'est des aliments qui n'ont pas de matrice, ce qu'appelle, c'est le terme qu'utilise Anthony Fardet. Ils n'ont pas de matrice, c'est-à-dire qu'en fait, on se trouve avec des éléments, imaginons même que ces aliments et ces briques élémentaires, dans le meilleur des mondes, ne soient pas additivés pour ressembler à quelque chose, qui sont juxtaposés, qui vont apporter peut-être des calories, des glucides, mais quelques protéines, mais qui n'ont pas de structure entre elles. Donc il y a ce problème-là, c'est que vous pouvez avoir quelque chose qui ressemble à une compote de pommes, mais qui n'a pas du tout le même effet que quand vous mangez une pomme. Il n'y a pas de fibre, il n'y a pas de matrice, il n'y a pas de texture, et puis surtout, il n'y a plus d'interaction entre les produits, entre les éléments qui constituaient, je sais pas, le fructose dans une pomme, etc. etc. Vous avez des produits qui sont donc porteurs de protéines, de calories, mais qui sont des calories, ce qu'on appelle des calories vides en fait, et qui n'apportent pas non plus de sentiment de satiété. Donc vous pouvez manger, remanger, et vous avez un apport comme ça aussi calorique notamment, qui s'accumule sans que vous ayez un sentiment de satiété, parce que notre cerveau malgré tout est bien fait, et qu'un produit qui est bon aussi et demande à être par exemple mastiqué, fait qu'il y a un sentiment de satiété qui s'opère, et que du coup voilà, on ne consomme pas à outrance dans notre ration alimentaire. D'accord, alors je pense que le premier réflexe qu'on peut avoir quand on lit ça, c'est de se dire que si c'est autorisé, c'est quand même qu'il ne doit pas y avoir, c'est que ça ne doit pas poser particulièrement de problème, que ça semble peut-être bizarre eu égard à ce qu'on pense vis-à-vis de comment sont faits les aliments, et que ça ne doit pas poser de graves problèmes. Alors, est-ce que vous avez pu voir, vous avez notamment fait l'audition de plusieurs scientifiques et d'institutions publiques, est-ce qu'il y a vraiment un problème de santé qui est posé par cette façon de produire des aliments? Oui, parce que c'est vrai, jusqu'à présent, on n'a pas abordé ce point-là, mais c'est que moi, je ne suis pas contre les aliments ultra transformés, juste parce qu'ils sont ultra transformés ou parce qu'ils sont additivés, mais parce que, bien sûr, il y a des effets délétères, et c'est pas parce que je l'ai décrété, mais c'est bien parce que
toutes les études scientifiques qui se succèdent et qui s'accumulent documentent le fait qu'il y a un lien direct entre la consommation de ce type d'alimentation et l'émergence de pathologies chroniques. Alors, les pathologies, donc le constat, il est avéré, et j'ai dit, il est scientifiquement documenté. Donc, on est dans cette situation-là. Diabète de type 2, émergence partout, surtout dans les pays industrialisés, les pays dits développés, d'épidémies de diabète de type 2. C'est quelque chose qui est en train de monter en flèche. Alors j'ai les chiffres parce que je ne vais pas vous dire de bêtises, 4 millions de diabétiques aujourd'hui dans notre pays, 2% de la population dans les années 2000, aujourd'hui on est plus proche des 5% de la population et ça coûte 19 milliards d'euros par an à notre système de santé. Donc ça c'est pour le diabète. Maladies cardiovasculaires dues aux excès de sel, dont je parlais aussi, qui font partie de la malbouffe. Donc ça c'est le sel est directement pointé. Obésité, surpoids. Donc là c'est pareil, on est sur des courbes qui vont crescendo. 49% de la population en surpoids, dont 17% d'obèses. Et surtout on voit que cette prévalence de surpoids et d'obésité elle se retrouve aussi parmi nos plus jeunes concitoyens. Les enfants sont très touchés par ça. Aujourd'hui, on a 17% de nos gamins qui sont en surpoids et autour de 5% qui sont déjà obèses. Et donc, ça laisse imaginer en fait, la suite de leur parcours de consommateurs et de leur parcours de vie avec ces problèmes de surpoids. Cancer. Donc là, le lien a été fait par plusieurs études entre la consommation d'aliments ultra transformés et la prévalence de cancer. Troisième cause d'émergence de cancer après le tabac et l'alcool, soit dû à l'alimentation. Ce qui, quand on regarde, moi j'ai fait le calcul, troisième cause, c'est autour de 11% des cas de cancer qui peuvent être imputés à l'alimentation. 350 000, je crois, cas de cancer révélés chaque année dans notre pays. Vous faites le ratio, ça fait entre 35 et 40 000 cas de cancer directement liés à notre alimentation et à ce type d'aliments. Et notamment le cancer du sein aussi qui a été pointé comme étant un des plus particulièrement sensibles à la consommation d'aliments ultra transformés, en tout cas sa prévalence. Donc ça veut dire que 11%, j'ai rencontré récemment, j'étais allé parler de ce rapport, j'ai rencontré récemment les gens de la Ligue du cancer dans ma circonscription, et je crois que c'est sur les cas de cancer qui sont révélés, malheureusement il y en a un tiers où l'issue est fatale, c'est-à-dire que les gens ils laissent leur peau. Donc quand je vous dis 35-40 000 cas dus à l'alimentation, ça veut dire que rien que sur cette pathologie du cancer, c'est 10 à au moins 10 000 de nos concitoyens qui meurent prématurément du fait de leur alimentation. Je ne vous parle pas du diabète ni de l'obésité, on sait qu'il y a aussi ces phénomènes d'obésité morbide. Donc ça a un coût énorme. Je vous ai dit 20 milliards d'euros par an pour 19 milliards d'euros par an pour le diabète. L'obésité, ça a été estimé à 20 milliards d'euros par an. Alors c'est pareil, c'est pas moi qui le dis, c'est la direction du Trésor. Et comme son nom l'indique, et ça a bien compté. Donc la direction du Trésor nous dit 19 milliards pour le diabète, 20 milliards pour l'obésité. Le coût de traitement des cancers, ça n'a pas été chiffré, mais bon, on est au-delà de 50 milliards d'euros par an sur nos finances, sur les finances de notre système de santé. Donc voilà, donc le constat il est clair. Le lien est fait entre mode d'alimentation, alimentation ultra transformée, alimentation industrielle et l'émergence de toutes ces pathologies chroniques. Donc ça du coup c'est plus discuté. La commission d'enquête, pour revenir sur sa composition, elle est composée de 30 membres. Forcément, bon, j'étais président, donc j'ai assisté, j'ai organisé toutes les auditions. Le reste des personnes impliquées, beaucoup de la majorité, en tout cas sur ce sujet-là, il n'y a pas de divergence sur le constat. Il était clair, il a été approuvé, le rapport a été approuvé par l'ensemble des forces politiques qui ont participé à ce rapport. Alors après, sur
les mesures correctives, ce qu'il faudrait faire, là il peut y avoir des divergences d'appréciation. En tout cas sur le constat, il est discuté par personne. Donc on peut s'en réjouir. Moi je trouve ça, en tout cas, je ne vais pas m'en réjouir parce que c'est un constat effrayant. Mais on est unanime sur le fait de dire qu'il y a un réel problème aujourd'hui sur l'offre alimentaire dans notre pays. Et donc il faut effectivement regarder comment on peut faire évoluer ces choses-là. Et au cours de cette commission d'enquête parlementaire, vous avez aussi auditionné l'ANIA, qui est, je sais quelque part ce que ça veut dire, l'Association nationale des industries alimentaires, qui du coup représente toutes les entreprises du secteur de l'agroalimentaire. Et je suppose qu'ils ne sont pas venus en vous disant que ça ne les embêtait pas de provoquer du diabète et des cancers. Donc, ils ont quand même sans doute une part de morale en eux. Et Non. Mais du coup, comment est-ce qu'ils ont défendu devant votre commission d'enquête justement leur méthode de production? Alors, pour la morale, je ne crois pas qu'ils en aient, enfin en tout cas pas la même que moi sans doute. Comment les échanges ont commencé? Première chose, c'est qu'une commission d'enquête, théoriquement, c'est les parlementaires qui posent des questions aux gens qui sont convoqués, puisque une commission d'enquête a ceci de particulier, c'est que vous êtes convoqué, invité, mais c'est une invitation que vous ne pouvez pas refuser, à venir témoigner devant des parlementaires. Donc, vraiment, c'est les parlementaires qui posent des questions aux personnes auditionnées. Donc, là, ça a commencé par une question qui était inversée. La représentante de l'ANIA commence à me dire, mais M. Prudhomme, j'espère quand même que votre commission n'a pas pour objet de faire le procès de l'industrie alimentaire. Bon, c'est déjà étonnant que le renversement où j'étais questionné par les représentants de l'ANIA. Donc ça, c'était pour une petite mise en bouche pour se mettre dans l'ambiance. Bon. Dont acte, j'ai quand même posé toutes les questions que j'avais à poser. Et en fait, comment y justifier? Alors d'abord sur ce que je viens de dire, le constat scientifique, les études qui se succèdent, qui s'accumulent et qui vont toutes corroborer le fait qu'il y a une corrélation entre alimentation industrielle et émergence des pathologies chroniques. Ah oui, mais vous savez, ces études scientifiques, elles sont controversées sur l'alimentation ultra transformée, la classification NOVA par les chercheurs brésiliens sur les degrés de transformation. C'est tout à fait discutable, c'est contestable, nous on n'est pas d'accord avec ça, on fait vachement bien, tous les additifs qu'on utilise sont autorisés. Bon, alors deux choses, d'abord c'est que déjà discréditer les études, ça me rappelle étrangement le mode de défense de l'industrie du tabac qui nous disait que fumer ça faisait du bien à tout le monde. Donc c'est toujours la même logique, c'est de dire les études scientifiques on essaye de les discréditer. Ça c'était la première chose. Ensuite, sur les additifs, quand ils nous ont dit ouais mais nous on respecte la réglementation, je dis encore heureux que ces gens-là ne viennent pas devant la représentation nous dire non, on s'assoit sur le droit et sur la législation en cours. Ça aurait été quand même assez cocasse. Pour autant, la législation en la matière elle est tout à fait discutable de la manière dont ça s'est mis en place, mais on va peut-être en discuter plus avant sur les additifs. Donc voilà comment ils justifient. Et après ils disent oui mais on a bien compris que les additifs, même si on respecte la législation, parce que nous on se conforme au droit, c'est sûr, ils ont des armadas de juristes, donc je suis sûr qu'ils sont dans les clous en termes de législation, même si parfois il faut quand même surveiller ça. Je pense qu'ils sont assez blindés là-dessus. Mais on a bien compris que les consommateurs aujourd'hui ils avaient une exigence de moins d'additifs, de manger des choses où ils ne sont pas malades, mais regardez quand même la nourriture industrielle, on ne meurt plus dans d'atroces souffrances en attrapant je ne sais quelle bactérie ou quel virus, etc. Donc on s'améliore et faites-nous confiance. On a pris des engagements, ce qu'on appelle des engagements volontaires pour améliorer nos pratiques. Donc voilà comment ils présentent ça. Alors il y a quand même aussi un enfumage ou en tout cas une précision sémantique à apporter, c'est que quand ils nous disent effectivement on produit une alimentation qui est sûre, nonobstant les exemples de la calice ou des zoofipronil, des petits accidents industriels qui arrivent quand même assez régulièrement, parce que l'autocontrôle ça a des limites, mais il est vrai que par rapport au siècle dernier,
il est quand même plus rare d'attraper je ne sais quelle pathologie, quelle maladie pour des défauts, j'allais dire, de la composition organoleptique des aliments. Par contre, manger sûr, ça ne veut pas dire manger sain. C'est-à-dire que ma mousse au chocolat avec ses 30 additifs pasteurisés, mise sous vide, etc., elle est sûre en termes de... il n'y a pas de bactéries qui traînent là-dedans. Par contre, effectivement, je ne meurs pas dans d'atroces souffrances le lendemain parce que j'ai attrapé je ne sais quelle listeria ou un truc comme ça. Par contre, à long terme, on peut dire que ça tue les gens, quoi. Donc, il y a cette ambiguïté sur nourriture sûre versus nourriture saine. Et c'est bien là-dessus qu'il y a un problème. Je vous l'ai dit, il y a à travailler sur la sûreté de l'alimentation, parce qu'il y a encore des accidents, mais c'est surtout qu'il faut revenir vers une alimentation saine. Donc voilà quelle est la façon aussi de l'industrie alimentaire de justifier ses pratiques et de dire, écoutez, non, surtout ne nous imposez pas de cadre légal, les études elles sont un peu contestables, de toute façon nous on prend des engagements volontaires et on vous assure que sur les 338 additifs autorisés, vraiment on n'en utilise que quand on est contraint, qu'il y a besoin et on prend vraiment les moins dangereux. Bon. Je vous assure, quand vous lisez la composition des aliments, vous pouvez être plus que sceptique sur ces propos. Il y a un dernier point il y en a d'autres, mais un autre point important dont vous parlez dans le rapport, c'est en fait l'affichage publicitaire sur les boîtes, c'est-à-dire que quand on achète un paquet de céréales, une bouteille de jus de fruits, on voit dessus que c'est plein de vitamines, que c'est plein de fibres, que ça va redonner du tonus. On peut trouver plein de formulations pour nous dire que ça a des effets positifs. Oui. Et ce que vous dites dans votre rapport, c'est qu'en fait tout ça, on pourrait penser qu'il y a une régulation et qu'en fait il n'y a pas du tout, très peu de contrôle sur le sujet. Il n'y a pas de régulation en la matière, puisque la Commission européenne devait produire ce qu'on appelle des profils nutritionnels, c'est-à-dire pouvoir estimer les effets bienfaiteurs d'un aliment et qui autoriserait ainsi ce profil nutritionnel, qui autoriserait l'industriel qui le commercialise à pouvoir mettre dessus ce qu'on appelle une allégation nutritionnelle. Mais aujourd'hui, et ça fait 10 ans que ça dure, la publication de ces profils nutritionnels est toujours bloquée au niveau de l'Europe. Donc on n'a pas de réglementation contraignante en la matière, et donc c'est comme ça qu'on peut trouver sur les emballages toutes sortes de choses, sources de vitamine D. Alors ils ont quand même mis un petit peu la pédale douce sur les trucs farfelus, mais on a toujours ça, source de vitamine, donne du tonus, etc., etc. Alors je me moquais d'eux un peu, je disais oui, ça fait repousser les cheveux, regardez, moi ça n'a pas marché. Donc les allégations nutritionnelles, on n'y croit pas. Mais c'est comme ça qu'ils nous vendent notamment les céréales du matin pour nos enfin, je parle pour moi, de ma génération, pour nos gamins, ou voilà, pour les jeunes, quoi, en nous disant, voilà, filez des céréales à vos enfants, vous avez du blé complet dessus, ça donne du tonus, source de vitamines, quoi d'autre encore, bon pour la mémoire, oligo-éléments, enfin tout ce que vous voulez, ils vous emballent le truc, mais sauf que quand vous lisez ça, déjà la vitamine D, on la trouve ailleurs. Ensuite, quand il y a 30% de sucre, je pense que les effets néfastes du sucre sont bien supérieurs aux effets qui pourraient être bénéfiques des quelques oligo-éléments qu'ils ont réussi à caser dedans, je ne sais par quel additivage sauvage, mais bon. Donc effectivement, le marketing est le deuxième levier de ces industriels pour nous faire avaler, au sens propre comme au sens figuré, leur nourriture. C'est nous faire prendre les vessies pour des lanternes, nous faire croire que tout ça est bon pour notre santé. Donc c'est pas le cas dans la grande majorité de ces productions-là. Ouais, du coup, une fois qu'on a lu tout le rapport, qu'on s'est renseigné un peu sur le sujet, on a l'impression qu'on va mourir du diabète, du cancer, et on va faire un AVC à 40 ans. On a un peu l'impression que finalement l'alimentation, c'est un peu le Far West, que les industriels mettent un peu ce qu'ils veulent dedans. Du coup, est-ce que déjà, que fait ou qu'a essayé de faire l'État pour changer ça, et éventuellement, du coup, qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus
pour changer la situation. Vaste question. Alors, est-ce que c'est le Far West ? Ça y ressemble un petit peu. Est-ce qu'on va tous mourir dans d'atroces souffrances avant nos 40 ans ? Moi, c'est déjà mort, c'est passé. J'ai survécu. Non, ceci dit, c'est un peu de cynisme, mais c'est quand même assez sérieux. Parce que aujourd'hui, l'alimentation ultra transformée ou industrielle, vous la nommez comme vous voulez, elle représente en moyenne 50% de notre ration alimentaire. Donc ça veut dire que, et ça ne va pas en diminuant, c'est-à-dire que ça représente aujourd'hui la moitié de notre apport alimentaire. Donc il y a un impact sur la santé qui n'est pas négligeable. Et je vous invite quand même à faire attention à vos courses, à ce que vous achetez, plutôt vous diriger vers des produits bruts. Il vaut mieux manger une bonne plâtrée de nouilles qu'aller acheter des lasagnes toutes pré-cuisinées, même si c'est plus pratique et que c'est plus sympa. Bon, faites-vous des pâtes, allez acheter un steak haché au boucher du coin, faites votre bolognaise vous-même. Ça prend un peu plus de temps, mais ça vous préservera quand même de quelques cocktails d'additifs qui sont pas top. Qu'est-ce que peut faire et qu'est-ce qu'a fait l'État jusqu'à présent ? L'État, malheureusement, il n'a pas fait grand-chose. Alors, je me note des trucs pour ne pas les oublier. Je vous ai parlé des engagements volontaires. Les industriels qui nous promettent, la main sur le cœur, on va améliorer la situation. L'exemple de ce que l'État n'a pas fait, le sel. Le sel dans le pain, par exemple. Moi, j'ai rien contre les boulangers, c'est souvent des artisans qui aiment leur métier. Voilà. J'ai rien à leur reprocher, je ne veux pas les stigmatiser, mais ça va plutôt stigmatiser le rôle ou l'absence de décision de l'État. C'était dans les années 2000, l'OMS dit il y a trop de sel dans notre ration alimentaire. On devrait être autour de 5 grammes, à l'époque on était au-delà de 10 grammes par jour de sel. Et dans notre ration alimentaire, sans être tout à fait capable de le mesurer, on savait qu'un des principaux apports, c'était le pain. 30% de nos apports, c'était le pain. Et le taux de sel dans le pain à l'époque, année 2000, c'était au-delà de 20 grammes souvent, 20-21 grammes de sel par kilo de farine. Donc l'État dit, écoutez, ça ne va plus, il va falloir améliorer les choses. Donc ils vont voir la Fédération de la boulangerie, tous les syndicats de la boulangerie, toute la profession, et ils disent, il va falloir réduire et arriver à 17 grammes. Et donc ça, 17 grammes, il y a quand même un petit peu de travail, un petit peu de chemin à faire. On va se donner, je crois qu'à l'époque, c'était en 2002, il me semble, on va réduire à l'horizon 2007, on va réduire à 17 grammes. Donc engagement volontaire, ok, on serre la pince, on signe un truc, et en avant. Résultat, 5 ans après, on était toujours à 19-20 grammes. Donc on était bien loin de l'engagement de 17 grammes, qui lui-même n'était déjà pas très ambitieux. Bon, qu'à cela ne tienne, on aurait pu dire, dès l'année suivante, l'État va dire, ça suffit, les engagements volontaires, ça ne marche pas, donc on va imposer un cadre, on va sortir un décret ou au minimum pour dire, il va falloir contraindre toute la profession à bouger. Il ne s'est rien passé de tout ça, à tel point que deuxième vague d'engagement volontaire entre l'État et l'interprofession, ou la profession, les syndicats de boulangers. Et là, l'objectif, il était plus de 17 grammes, il était déjà remonté à 18 grammes sur l'engagement volontaire. Déjà, les ambitions avaient été réduites. Et donc, on est reparti sur un cycle de 3 ans. C'était en 2014. Et pour atteindre les 18 grammes. Résultat, 3 ans plus tard, 30% de la profession s'était conformé à ces engagements volontaires, avait atteint les 18 grammes, mais le reste n'y était pas arrivé. Donc les engagements volontaires ne fonctionnent pas et l'État n'avait rien fait. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Et pourquoi je dis que ce n'est pas la faute des boulangers ? Parce que c'est assez simple. Je suis boulanger, je veux bien faire, je diminue le sel dans ma baguette. Le boulanger d'à côté, il est un peu moins volontaire que moi, la santé publique ça ne l'intéresse pas trop, et il continue à mettre plus de sel. Le consommateur fait ainsi, il va acheter la baguette chez moi, il va dire mais je trouve bizarre,
il me semble qu'elle est un peu moins salée. En tout cas, quand je l'achète chez mon boulanger d'à côté, mon concurrent, elle est meilleure. Parce qu'il y a plus de sel. Et le sel, c'est un exhausteur de goût. C'est bête. Mais donc, par comparaison, on va dire que le consommateur allait acheter sa baguette là où elle était la plus salée. Le seul moyen de faire baisser le taux de sel pour que ce soit neutre pour nous, consommateurs, en termes de perception du goût, c'est que tout le monde baisse en même temps, de manière graduée, progressive. Et il y a des études qui ont été faites sur des panels du consommateur. On peut descendre en dessous de 15 grammes de sel par kilo de farine sans que notre perception en soit altérée. Quand on trouvera le pain aussi bon à 15 grammes qu'il est aujourd'hui à 19 grammes ou à 20 grammes, parce qu'on y sera arrivé d'une manière graduelle. Et aussi, ça incitera les boulangers à modifier aussi le travail du pain, utiliser des farines peut-être qui ont plus de goût, pour amener aussi d'autres saveurs que la seule saveur salée qu'on trouve dans le pain industriel aujourd'hui. Donc voilà pourquoi les engagements volontaires ne marchent pas. Ça vaut pour le sel, mais ça vaut pour plein d'autres choses. Ça vaut pour le sucre dans l'alimentation transformée. Le sucre est aussi un exhausteur de goût. Vous achetez des carottes râpées toutes prêtes industrielles, vous dites voilà, je vais manger sain ce midi, je vais m'acheter des carottes râpées. Vous allez au supermarché du coin, vous achetez une barquette de carottes râpées, super, le repas, nickel. Vous retournez la barquette, vous regardez ce qu'il y a, hormis que c'est emballé dans du plastique. Dans les carottes râpées, toutes râpées, que vous allez manger demain midi, il y a des antioxydants, forcément, parce que sinon les carottes râpées ne ressemblent plus à des carottes râpées au bout de 2 heures. Et puis il y a du sucre. Parce que comme c'est des carottes industrielles qui n'ont pas trop de goût, on met du sucre pour avoir un exhausteur de goût. Donc comme pour le sel dans la baguette, si dans les aliments ultra transformés, par catégorie d'aliments, on n'impose pas un cadre législatif strict pour dire vous n'avez pas le droit de mettre ou pas du tout de sucre ou pas plus de X% de sucre, vous n'allez pas pouvoir faire baisser l'apport de ces matières-là dans notre ration alimentaire. Donc voilà pour ce qui est le rôle de l'État, en tout cas ce qu'il n'a pas fait. Ce que l'État a fait, et ça il faut quand même souligner des points positifs, c'est qu'on a quand même depuis plusieurs années un programme national nutrition santé, donc qui porte l'acronyme sympathique de PNNS. On est à la 4e version, donc on est au PNNS 4, qui court de 2017 jusqu'à 2020, donc pour les 3 ans à venir, et qui, quand on le lit, est plutôt très bien fait, avec des recommandations, baisse des protéines carnées, moins de nourriture industrielle, qui recouvre vraiment beaucoup de choses sur notre mode d'alimentation. Sauf que à quoi sert le programme national nutrition santé? Et c'est une espèce de guide de recommandation, il n'a pas de valeur, il n'est pas opposable, en tout cas, c'est pas lui qui fait force de loi, il n'est pas le guide législatif aujourd'hui en France. Et donc c'est une des propositions qu'on avait formulées aussi, c'est que le plan national nutrition santé, le programme national nutrition santé, devienne le guide incontournable de toute politique alimentaire en France. Et ça c'est impératif parce que non seulement il n'y a pas aujourd'hui de cadre strict en termes de loi pour contraindre l'alimentation à s'améliorer, en tout cas notre rapport alimentaire et la façon dont c'est fait à devenir plus sain, mais c'est qu'en plus tout ça est explosé dans plusieurs ministères. Je vais essayer de ne pas en oublier, mais il y en a au moins 4. Agriculture, alimentation, qui comme son nom l'indique s'occupe d'alimentation, même si on s'occupe surtout d'agriculture et d'agriculture industrielle malheureusement. Donc agriculture, alimentation avec la DGAL, Direction Générale de l'Alimentation, ministère de la Santé, parce que bien sûr quand même quand on mange, on dit notre nourriture est le premier de nos médicaments et c'est une réalité. Ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, on parlait de la publicité, mais on pourrait parler effectivement de tout ce qui est éducation à la nutrition, publicité au regard vers les enfants. Et pour ce registre publicité, il intervient le ministère de la Culture, puisque c'est lui qui nous empêche souvent d'interdire la publicité à destination des gamins, au nom du fait qu'il ne pourrait pas se passer des subsides de l'industrie agroalimentaire pour l'audiovisuel. Bon, après, c'est une question de choix politique, pour le coup. C'est quelques dizaines de millions d'euros que l'industrie alimentaire injecte dans l'audiovisuel public et privé pour faire sa publicité. Et il y a 6 millions de nos gamins qui sont concernés par la malbouffe. Donc, combien valent
chaque tête de nos enfants au regard de la manne financière. C'est voilà, quels moyens on veut se donner pour améliorer la situation. Donc 4 ministères, j'ai dû en oublier un, parce qu'il me semblait que j'en avais listé 5 la fois dernière. Mais bref, donc c'est très explosé, dispatché, et donc il n'y a pas de structure qui chapeaute ça et qui pourrait dire, voilà, quelles que soient les politiques publiques que vous mettiez en œuvre, que ce soit à ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, que ce soit à la santé, que ce soit à l'éducation, que ce soit dans la culture, le cadre, il y a une gouvernance interministérielle, le cadre qui s'impose à vous, c'est celui du PNNS 4, pour ce qui nous concerne, du Programme National Nutrition Santé. Donc ça laisse en fait une espèce de champ un petit peu libre à l'industrie agroalimentaire qui arrive très bien à naviguer au milieu de cette absence de cadre strict et puis surtout de multiplicité des interlocuteurs qui fait que ils ont pour l'instant la part belle. Alors du coup, une dernière question avant de laisser la parole au public. Tout simplement, que recommande le rapport du coup en termes de changement dans les politiques publiques? Alors là, il faut que vous avez 1 heure devant vous. Moi j'en avais listé une dizaine qui me paraissaient les plus prioritaires. Dans le rapport, il y en a un peu plus que ça. Alors je vous disais qu'autant sur les constats on était d'accord, après sur les recommandations. Autre particularité d'un rapport d'une commission d'enquête, c'est que c'est la rapporteure. En l'occurrence, c'était une femme, la rapporteure qui a la main sur le rapport, et donc c'est une rapporteure de la majorité qui donc avait la main sur le rapport, même si on a travaillé ensemble. Et donc sur les recommandations, on était d'accord sur la majorité d'entre elles. Il y en a plus d'une trentaine, je crois, qui sont faites. Il y en a où on a des petites divergences d'appréciation. Donc moi, je vais vous parler des 10 que j'ai mis en avant et qui me semblent, et dont certaines ne sont pas dans les recommandations de la rapporteure, parce que c'est peut-être un petit peu trop radical, mais les 10 qui me semblent essentiels. Premièrement, c'est interdire immédiatement l'utilisation des additifs controversés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 338 additifs autorisés dans l'Union européenne. Il y en a seulement 48 pour toute nourriture qui veut être vendue sous le label agriculture biologique. Donc déjà, on sort de ces 338 et on réduit à la liste, à la shortlist des 48, moins les nitrates sodium et potassium, qui sont bien connus pour rendre le jambon rose, quelle que soit sa durée de conservation, et qui sont tout à fait nocifs. Donc réduire l'utilisation des additifs. Définir par la loi les objectifs de baisse sur sel, sucre, acide gras. Parce que je vous ai dit qu'il y avait des recommandations, l'OMS c'est 5 grammes de sel, c'est 25 grammes de sucre. Sur le sel, on est quasi au double. Sur le sucre, 25 grammes, on est aussi largement en moyenne à plus de 50 grammes par jour. Acides gras saturés trans, l'OMS dit sur les acides gras trans 2,2 grammes par jour. On est largement au-delà. Donc c'est à avoir, définir par la loi un cadre qui nous remet dans les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, pour ceux qui ne sont pas rompus aux acronymes. Il faut que je prenne pas cette habitude de parler qu'avec des acronymes. C'est insupportable pour ceux qui se demandent pendant 5 minutes mais qu'est-ce que ça veut dire. Suspendre immédiatement l'autorisation de ces allégations nutritionnelles, dont on a parlé juste tout à l'heure, qui vous vantent le caractère bienfaiteur de tel ou tel aliment, ou disant qu'il va vous faire réussir vos examens à la fin de l'année. Méfiez-vous. Interdire la publicité alimentaire à destination des enfants, parce que c'est une cible privilégiée de l'industrie alimentaire. Imposer la présence du Nutri-Score, on n'en a pas parlé, mais c'est une première étape. Imposer la présence du Nutri-Score au niveau européen, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est facultatif, mais là on pourra en reparler. Moi je trouve que c'est plutôt quelque chose qui est en train de bien prendre, mais l'idée c'était de le rendre obligatoire. Créer une structure interministérielle de coordination de la politique alimentaire, c'est ce que je viens d'exposer. En fait, c'est éclaté, exposé, et il n'y a pas une direction. Moi, je proposais que ça s'appelle le secrétariat général à l'alimentation, qui avait du coup la main sur tous les ministères, qui était une structure interministérielle et qui permettait de veiller à ce que dans les politiques publiques, toutes les recommandations du Programme national nutrition santé soient incluses. 7e proposition, inscrire 1 heure d'éducation à l'alimentation de la maternelle au collège.
parce que ça c'est aussi un des constats, c'est qu'il y a une déconnexion entre l'alimentation et la manière dont c'est produit, et une méconnaissance d'une grande majorité de la population, et donc de ce que c'est que la malbouffe, notamment de l'alimentation industrielle. Donc une heure par semaine. Faire du PNNS un cadre contraignant pour toute production alimentaire nationale. Donc ça, je viens d'en parler, ça me semble une évidence. On n'en a pas parlé, mais c'est refaire le lien entre agriculture et alimentation, généraliser sur tout le territoire en s'appuyant sur les projets alimentaires territoriaux, c'est des choses qui existent, les pratiques agricoles et alimentaires vertueuses. C'est-à-dire que si on ne reconnecte pas l'alimentation et l'agriculture, on va avoir des grandes difficultés à se nourrir de manière saine, et aussi avec des circuits courts et des circuits locaux, et aussi, donc du coup, inverser cette tendance d'une production industrielle. Donc je vous ai brossé un rapide tableau où on produit des produits, on a des produits agricoles calibrés, mais qui sont produits dans des conditions déplorables, y compris pour l'environnement, et surtout pour l'environnement, mais pour notre santé, et aussi pour les gens qui les produisent. Aujourd'hui, produire dans ces conditions-là, les gens ne vivent pas de leur travail, en tout cas pas dignement. On voit aujourd'hui la situation des agriculteurs. Et puis, implémenter la réglementation pour interdire aujourd'hui les processus industriels de transformation qui font qu'on a ces soucis-là. J'ai parlé du cracking aujourd'hui avec l'absence de matrice, mais aussi on a ces processus de fabrication industrielle qui induisent ce qu'on appelle les composés néoformés. Parfois il y a des modes de transformation sous haute température qui peuvent produire des molécules qui n'existaient pas dans les produits que vous avez assemblés au début, mais par leur process de fabrication, dans le produit final, vous avez des composés néoformés, des composés chimiques qui ont des effets qui ont été aussi pointés du doigt comme étant nocifs. Donc voilà 10 mesures, j'allais dire, qui me semblent les plus urgentes, qui permettraient de retrouver une alimentation de meilleure qualité, qui permettent de moins se poser la question de quand j'achète un plat, est-ce que je me fais du bien ou est-ce que je me fais du mal, est-ce que c'est un produit qui me fait du bien ou pas. Et c'est comme ça que j'avais qualifié moi la collusion un petit peu de l'absence de décision de l'État et puis des pratiques industrielles d'associations de malfaiteurs, parce qu'effectivement ils produisent quand même une alimentation qui a plus de malfaits que de bienfaits. Et il faut à un moment aussi dire les choses telles qu'elles sont. Voilà pour quelques propositions comme ça livrées à votre analyse et à la discussion. Du coup, Saskia et Baptiste vont passer avec des micros pour ceux qui ont des questions. Voilà, donc n'hésitez pas à aborder tous les sujets qui vous intéressent, donc que ce soit de rebondir par rapport au rapport ou d'aborder d'autres sujets. Bonsoir, merci beaucoup. J'avais juste une question par rapport dans les mesures très urgentes. Moi, j'aurais peut-être mis encore l'industrie de la viande par rapport au fait qu'il y a quelques semaines, il y a eu un rapport et un appel de nombreux scientifiques par rapport aux bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques et le rôle que l'industrie de la viande, et en particulier du poisson, des poulets, dans le fait que ces animaux sont shootés aux antibiotiques. Et donc, je pense qu'une réglementation dans ce domaine-là serait plus urgente, vraiment... Parce que ça, pour le coup, c'est vraiment mourir dans la souffrance quand on aura les bactéries qui résisteront à tous les antibiotiques qu'on a. Oui, effectivement. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas creusé, enfin pas sur ce point d'entrée-là dans la commission d'enquête. On l'a pas trop eu en retour non plus des scientifiques, mais effectivement, sans doute parce qu'on l'a pas assez creusé. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Moi, je pense que la solution à cette problématique, il est vraiment dans ce que je disais sur les projets alimentaires territoriaux, c'est comment on produit autrement. Parce que demain, si on ne change pas, d'une part, la façon dont est produite cette viande, c'est-à-dire production industrielle, qui nécessairement, quand tu produis des poulets en grande quantité en batterie ou de la viande de bœuf, ou je ne sais dans quelles conditions, si tu n'utilises pas d'antibiotiques, tu sors rien. Par contre, quand tu fais avec une agriculture paysanne, où tu as des tailles de troupeaux qui sont plus en adéquation avec ce que la nature arrive à gérer, et ce
un agriculteur peut surveiller et puis peut aussi éviter en termes de maladies, on réduit l'usage d'antibiotiques. On était cet après-midi en visite chez un agriculteur en conversion bio qui a un cheptel de vaches allées, il n'utilise pas d'antibiotiques. Donc, parce qu'il a choisi un autre modèle. Je pense que là, sur cette question-là, c'est par le modèle d'agriculture qu'on va changer. C'est-à-dire que sinon, on va tourner en boucle, c'est interdire tous les antibiotiques. Enfin, ça serait une rupture qui en fait ne permettrait à personne de. C'est juste, comment dire, politiquement, c'est impossible à mettre en œuvre, parce que si demain on votait, jamais voté, parce que justement, si demain c'était interdire les antibiotiques dans la viande, ce qui serait pourtant utile, tous ces gens-là qui sont dans ces filières, qu'on a emmenés dans ces filières-là, ils ne pourraient pas juste s'en sortir. Donc, il faut basculer le modèle agricole, en fait. La vraie question, pour moi, elle est là, c'est comment on bascule le modèle agricole pour sortir de cette production industrielle de viande dont on n'a pas besoin, parce que déjà, on sait que les protéines carnées, on en produit largement trop, et on n'a pas besoin de ça. On sait que pour l'environnement, pour le coup, la production de viande, c'est juste une catastrophe. Je crois que c'est 1 kilo de viande de bœuf, je crois que c'est des milliers de litres d'eau qui sont utilisés. En termes d'énergie, c'est juste extraordinaire. Bon, bref, c'est une catastrophe environnementale. Donc c'est par ce biais-là, moi, il me semble qu'on va arriver à changer les choses. Moi, ma réponse est plutôt celle-là, parce que je ne vois pas comment politiquement on peut mettre un coup d'arrêt comme ça à cette utilisation d'antibiotiques, en tout cas sur l'élevage animal. Et en plus, par rapport au modèle de production de cette viande-là, ça répond aussi à une question qui est essentielle, qui est celle du bien-être animal. C'est que ces modes de production, en plus, ils sont juste atroces. Quand on voit les scènes d'abattoirs, on n'en sort plus. Moi, j'ai rencontré des agriculteurs qui sont sur de petites productions, et ils sont en train de travailler sur aussi abattoirs à la ferme pour avoir des animaux qui soient abattus dans des conditions décentes, dignes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bonsoir. Là, je voulais aborder le cas des lobbies, parce que voilà, vous avez donné pas mal de propositions. Je pense qu'il y en a pas mal aussi qui ont été proposées déjà, notamment au niveau européen. On a parlé du Nutri-Score, ça a été un échec, on l'a imputé largement au lobby. Et voilà, je me demandais, vous parlez de volonté politique, et comment est-ce qu'on peut, et est-ce qu'on peut d'ailleurs imposer cette volonté politique face au lobby? La réponse est oui. Alors, ouais. Oui, bien sûr que la volonté politique peut s'opposer au lobby. Sauf qu'aujourd'hui, elle n'existe pas, cette volonté-là. Parce que l'industrie, en tout cas dans l'histoire du Nutri-Score, c'est ça. C'est comment, vous avez tous suivi ces épisodes-là, les lobbyistes, notamment l'ANIA, ont dit mais non, Nutri-Score, nous on a un système qui est vachement mieux, parce que votre truc, vous comprenez, ça stigmatise les produits, y compris le miel, le fromage de chèvre sous appellation d'origine, à côté de chez moi, donc ça tient pas la route. Nous on va faire un truc vachement mieux, ça sera par portion, en fonction des apports journaliers. Même moi j'ai rien compris, et je mets quiconque au défi de comprendre leur étiquetage, et donc ils ont essayé de torpiller le Nutri-Score pour qu'il ne soit pas obligatoire, ce à quoi ils sont parvenus, puisque effectivement au niveau européen aujourd'hui il n'y a pas de législation qui impose le Nutri-Score dans l'Union européenne. Pour autant, là-dessus ils sont en train de se faire un petit peu prendre par la puissance du truc, la puissance du Nutri-Score. Nous on a dit si c'est pas obligatoire ça va être compliqué, il est resté facultatif, sauf qu'il y en a un ou deux qui ont commencé à dire moi je vais le mettre sur mes produits, je vais l'étiqueter, et ça a entraîné les autres, parce que les consommateurs aujourd'hui, je crois que c'est 86% de nos concitoyens sont attentifs à ce qu'ils mangent, et donc aujourd'hui ne pas avoir le Nutri-Score pour eux, c'est parce que c'est par là ils ont un porte-monnaie à la place du cerveau. Ne pas avoir le Nutri-Score pour moi c'est industriel, c'est un problème commercial.
que je ne vais pas vendre parce que j'ai pas de Nutri-Score, et les gens vont se détourner vers les produits qui ont le Nutri-Score. Et donc là, le Nutri-Score, c'est le contre-exemple parfait de ce que je disais tout à l'heure sur les engagements volontaires et tout ça, par la seule puissance de la simplicité du truc, par le travail qui a été fait par les gens qui ont inventé ce Nutri-Score aussi, de rien lâcher, de le promouvoir, et puis par la rencontre, mais c'est inédit, la rencontre de la volonté des consommateurs d'avoir une information claire et simple, c'est en train de faire tache d'huile, pour garder une métaphore alimentaire, et tout le monde est en train de l'utiliser, parce qu'ils y sont contraints, justement, parce que leur porte-monnaie, sinon, va les rappeler sévèrement à l'ordre. Mais pour autant, il ne faut pas être non plus naïf sur ce poids des lobbyistes, mais on l'a vu sur beaucoup d'autres sujets. Quand on fait une proposition sur le sel dans la baguette, moi je reçois encore des mails des industriels du sel, des gens qui vendent du sel, etc., etc. Dès qu'on attaque des intérêts commerciaux, en fait, on se heurte à cette puissance des lobbies. L'industrie agroalimentaire, c'est 500 000 emplois, nous disent-ils. C'est pas négligeable, même s'il reste encore 8 millions de chômeurs, mais bon, ça pèse. Et c'est 180 milliards de chiffre d'affaires, je crois que c'est 6 ou 7 fois le PIB de l'Islande, donc c'est pas neutre. Donc je comprends qu'il y ait quelques politiques qui disent « oulala, je ne vais pas mettre le doigt là-dedans parce que sinon, le chantage à l'emploi classique, que les lobbyistes savent très bien faire. » Mais moi je pense que déjà c'est un faux problème, parce que ce que je disais sur basculer le modèle agricole, c'est créateur de bien plus d'emplois que ce que pourrait détruire des pratiques vertueuses. En tout cas, je suis même pas persuadé que ça pèse, parce que les lobbyistes, en tout cas les industries agroalimentaires, sont capables de s'adapter à une réglementation plus stricte. La question, c'est vraiment une question de volonté politique. Est-ce que on continue à ce que les marges de ces lobbyistes, de cette industrie, se fassent sur l'argent qu'on met pour réparer notre santé? Je vous ai parlé de 50 milliards d'euros. Ou est-ce qu'on leur fait payer le prix des effets de leur nourriture? Et payer le prix, pour moi, ça veut dire on met un cadre réglementaire strict et ils sont obligés de modifier leurs recettes. Ça va leur coûter, effectivement, en termes de recherche et développement, en termes de reformulation des recettes. Mais en tout cas, pour nous, ce sera des dépenses en moins de santé. Donc oui, pour les lobbyistes, c'est une volonté politique. Il y a guère que ça à dire, sauf qu'aujourd'hui, au niveau national, je vous ai dit, c'est pas la pente que prennent aujourd'hui la majorité des députés. Et puis sur l'alimentation en particulier, c'est des lobbyistes qui travaillent au niveau européen, puisque 80% de notre assiette aujourd'hui, elle est sous les projecteurs et sous la réglementation et sous les directives de l'Europe. Donc il y a un travail de lobbying au niveau européen qui est énorme et qu'il faut pourchasser, effectivement. Donc la question, c'est avec quels moyens aujourd'hui dans cette construction européenne aussi, ça va déborder un peu du sujet, mais il faut se poser cette question, c'est comment on a les moyens de contrôler l'activité des lobbyistes au niveau de la Commission européenne, avec quelles armes. Aujourd'hui, il n'y a pas non plus de volonté de les empêcher de faire leur boulot. Je me demandais comment on peut réussir à ce que cette transition se fasse pour tout le monde. Comment on réussit à ce que tout le monde puisse avoir une nourriture saine, indépendamment du revenu. Et est-ce qu'il faut juste augmenter les revenus? C'est un bon début. Effectivement, aujourd'hui, la malbouffe, c'est un marqueur social. Ça, c'est aussi dans le rapport. Et ça, c'est... j'allais dire c'est une évidence, elle n'était pas pour tout le monde, mais c'est un constat partagé. C'est un marqueur social, c'est qu'aujourd'hui, je vous ai dit comment ça coûtait pas cher avec des briques élémentaires pour produire de la malbouffe. Et effectivement, ceux qui en consomment le plus, et ceux qui sont, je vais dire, les plus fragiles, qui ont les revenus les plus faibles, et qui souvent passent leur journée à essayer de gagner leur vie pour finalement mettre au micro-ondes en vitesse de l'alimentation industrielle pas cher. Alors comment on rend ça accessible à tous? Alors là, c'est peut-être bien la question la plus compliquée aujourd'hui. Je crois sincèrement que l'histoire des projets alimentaires territoriaux permet de répondre à ça, en relocalisant, en
court-circuitant le problème aussi de cette grande distribution. Ça, c'est un problème essentiel. Parce que, je vous ai dit, 50% de notre ration, elle est faite d'aliments ultra transformés. Mais il y a aussi un chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est que 80% de nos courses alimentaires, on les fait dans la grande distribution. Donc la grande distribution qui, elle, a pour objectif de maintenir ses marges, et qui ont grandi, et ces marges ont grandi, ainsi que celles de l'industrie agroalimentaire, en faisant diminuer celles des producteurs. Donc aujourd'hui, un producteur qui produit correctement, il n'est pas rémunéré à hauteur de son travail. Donc, ça veut dire qu'en faisant des circuits courts, sans payer plus cher aujourd'hui que ce que vous achetez dans la grande distribution, vous pouvez avoir accès à des produits bruts de bonne qualité, mais ça veut dire qu'il faut retrouver aussi du temps pour cuisiner. Ça veut dire qu'il faut retrouver malgré tout un petit peu d'aisance financière aussi. C'est clair qu'avec 1188 € par mois, quand vous êtes au SMIC, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui d'aller trouver des produits plus sains. Parce que parfois ils sont accessibles en prix mais ils ne sont pas accessibles géographiquement, donc il faut prendre la voiture, on en revient à la problématique du moment, et que ça coûte un petit peu plus cher d'aller chercher un kilo de carottes au producteur bio à Jarny, je ne sais où, ou que d'acheter de la carotte industrielle qui vient de Lituanie au supermarché du coin, etc. etc. Donc la question elle est celle-là, je n'ai pas de réponse toute faite à proposer, à mon avis, c'est la question la plus compliquée à résoudre, c'est comment on rend l'alimentation accessible, enfin déjà saine. Déjà, je pense que si on généralisait, en basculant le modèle agricole, on va aussi pouvoir généraliser le fait que dans nos rayons, on trouvera au moins déjà des produits de bonne qualité. Ça veut dire qu'elles seront aussi géographiquement déjà plus accessibles. Après, la question des revenus, elle n'est pas anodine. Je pense que si on veut mieux rémunérer les agriculteurs, ça veut dire payer leurs produits au prix qu'ils méritent, ça veut dire qu'on met aussi un petit peu plus de notre argent là-dessus. Il y a aussi une question qu'il faut se poser, c'est la part du budget que l'on met dans notre alimentation aujourd'hui. Dans les années 60, les foyers consacraient un peu plus de 30% de leur budget à s'alimenter. Et aujourd'hui, là où moi je pointe du doigt aussi la responsabilité des industriels et de la grande distribution, c'est de nous faire croire que manger ça coûte rien. Et en fait c'est contre ça qu'il faut se battre aussi. Manger ça coûte de l'argent. Et donc aujourd'hui on n'est plus qu'à 19% du budget qui est consacré à notre alimentation. C'est déjà pas neutre, mais ça a réduit de moitié en un demi-siècle. Parce que on a nos modes de vie qui ont changé. Le corollaire, c'est qu'on a inventé la grande distribution ici en France, on aurait mieux fait de s'en passer, que c'est devenu le mode de distribution dominant, et que du coup, on est pris dans cette espèce de cercle vicieux où manger, on nous dit ça coûte rien, les gens ont moins d'argent à mettre dans l'alimentation et achètent de la merde, pour le dire clairement. Donc il faut arriver à rompre ce cercle vicieux. Et c'est pas chose facile. Juste, il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que Ça passe vite. Poser des questions. Je suis bavard, c'est pas super. Donc, Je vais essayer de faire des réponses plus courtes. Oui, on va essayer de faire Des questions passer plus un peu courtes. le micro. Merci. Bonsoir. Moi, j'avais juste une toute petite question sur l'heure d'éducation à l'alimentation que vous proposez. Entre la maternelle et la fin du primaire, je le comprends, mais à partir du collège, quel professeur, dans quelle matière voulez-vous faire en sorte que les professeurs aient une formation, puissent enseigner cette heure d'alimentation? Et quelle formation aussi proposez-vous entre la maternelle et la fin du primaire? Je pourrais faire une réponse lapidaire en disant je m'en fiche, c'est le problème de l'éducation nationale. Elle serait lapidaire, mais en même temps elle n'est pas tout à fait fausse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un ministre qui nous dit il faut que nos enfants sachent lire, écrire, compter. Très bien, mais il faut que ça sert. Moi je veux qu'ils sachent lire qu'ils sachent réfléchir aussi, qu'ils sachent lire une étiquette sur les carottes râpées dont je parlais tout à l'heure et réfléchir au fait qu'il y a du sucre et des antioxydants dedans. Donc pour moi, savoir se nourrir, ça a un rôle et l'impact sur notre santé. C'est un Français sur 3 aujourd'hui qui est touché par une affection, une pathologie chronique. Donc
j'allais dire, à l'éducation nationale, le politique dit il faut que ça soit un sujet prioritaire, et l'éducation nationale s'en empare et le met dans les programmes. Bon, ça sera la réponse lapidaire. Je pense qu'il faut bien sûr accompagner ça. On n'est pas non plus complètement détaché des problématiques qu'il y a dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il faut du personnel pour ça. Que les gens, les instituteurs, les professeurs des écoles soient formés pour passer ce savoir-là. Et puis au collège, quel professeur pourrait faire ça? À voir. SVT me semble le plus adapté. Après, il faut regarder comment ça s'insère dans les programmes et il faut en faire une priorité. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire des choix aussi sur les programmes. Quels sont les enseignements prioritaires, mais ça peut aussi faire partie d'enseignements transversaux. Parce que je vous ai dit que quand on parle d'alimentation, on parle de beaucoup de choses. Le prof de SVT, il va pouvoir parler de nutrition, mais le prof de français ou je ne sais quel autre, il va pouvoir parler, partir de ça pour parler ou d'histoire ou de géo, je ne sais pas lesquels font ça, mais comment aujourd'hui on décode une information, l'esprit critique. Ça fait partie de comment on se nourrit bien. Si on n'a pas d'esprit critique, vous pouvez savoir lire, écrire, compter, ce que je disais tout à l'heure, mais si vous lisez une liste d'ingrédients sans avoir l'esprit critique, ça sert à rien, quoi. Le gamin il sait lire, ok, mais pourquoi faire? Donc voilà, ça veut dire ça. Ça touche à plein de domaines. La géographie, le prof de géographie peut s'en emparer. C'est quoi aujourd'hui un produit local? C'est quoi une production locale? C'est quoi une appellation d'origine contrôlée? C'est quoi une indication géographique de proximité? Ça, c'est des savoirs intéressants, moi, je trouve, pour savoir se repérer aujourd'hui dans notre alimentation. Donc ça, voilà, ça peut être très transversal, mais c'est des choses qui sont à discuter avec l'éducation nationale, avec les syndicats d'enseignants. Voilà, c'est des propositions. Après, demain ou après-demain, quand je serai ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, et qu'il faudra mettre ça en œuvre, ou je discuterai avec la ministre de l'Éducation nationale et avec la future ministre de la Santé, et on verra comment on articule ça. Donc je plaisante, mais c'est vraiment une volonté politique. C'est pour dire qu'une fois que on a posé des principes qui sont celui que la population doit bien se nourrir, on voit comment on met en œuvre. Bonsoir. Vous faites une transition parfaite, puisque ma question, c'est votre rapport. Il est peut-être il est peut-être très précis. Scientifiquement, il est peut-être irréprochable. Mais vous avez l'air de, premièrement, d'être dans la minorité. Deuxièmement, de faire face à des lobbies européens. Alors concrètement, vous en faites quoi? Merci pour cette question. Je vous remercie de m'avoir posé. Alors concrètement, on en fait quoi? Ce que je disais tout à l'heure, c'est pour caler les armoires des ministères, c'est un travail qui ne servira à rien. Alors quand on est dans un groupe minoritaire, effectivement, on n'a pas les leviers pour faire changer tout ça. J'espère qu'il fera, en tout cas, qu'il servira de support pour des futures politiques publiques, quand il y aura des majorités qui seront plus enclines à porter cette question-là. Moi, je vais porter avec mes 16 camarades du groupe de la France Insoumise, on a une journée dans laquelle on peut faire des propositions de loi. Donc on va faire une proposition de loi sur la malbouffe pour que ça soit en tout cas mis sur le devant de la scène. Notre levier, il n'est pas énorme, c'est de mettre en lumière cette problématique de santé publique. Je ne suis pas non plus un doux rêveur, je sais bien qu'on ne va pas faire changer là, demain. La question c'est quand est-ce qu'on est où on a des gens qui sont aux manettes et qui voudront s'emparer de ce rapport-là. J'ai pas d'autre... Enfin, c'est frustrant parce que quand on est député de la minorité, c'est du travail qu'on espère qu'il ne sera pas enterré. Bon, je sais que la rapporteure qui, elle, participe à la majorité, essaye de son côté, tant bien que mal, de faire accepter quelques mesures, mais je constate qu'elle rame gravement quand même. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais revenir sur l'éducation. En fait, je pense que l'industrie, je suis d'avis que l'industrie agroalimentaire peut être alimentaire, pardon. Si, agroalimentaire peut être changée principalement par le bas, par les agriculteurs. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que en soi, l'agriculture, pour moi, n'est pas assez mise en valeur en ce moment dans l'éducation.
J'ai plusieurs amis qui deviennent agriculteurs, mais après un échec scolaire en fait. Donc j'aimerais savoir pourquoi on ne peut pas. Voilà. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. À peu près. C'est très clair. Le problème, c'est effectivement la reconnexion agriculture-alimentation, la revalorisation du métier d'agriculteur. Je pense que c'était le sens de la question. Comment on arrive à remettre du sens aussi dans ce métier-là. Aujourd'hui, effectivement, il y a une perte de sens complet. On voit il y a un agriculteur qui se suicide tous les 3 jours. On a perdu 350 000 actifs agricoles en 10 ans. Je veux dire, on voit aussi, quand on regarde froidement ces chiffres-là, que ce modèle, il va dans le mur, quoi. Et donc, l'éducation, elle sert à ça aussi. Quand des gamins, ils pensent que leur céréale du matin, elle pousse sur les rayons du supermarché, c'est un peu inquiétant, mais c'est une réalité. Hein. C'est pas des blagues, c'est des choses vécues, entendues. Donc, il faut remettre dans l'éducation à la nutrition, il y a bien sûr, je parlais des profs de géographie, d'histoire, c'est d'où vient l'alimentation, qui la produit, dans quelles conditions, et leurs effets sur l'environnement, sur la santé. Donc il faut redonner du sens, et puis il faut redonner des revenus aux agriculteurs, pour donner aussi envie aux agriculteurs de faire ce métier qui est moi je l'ai défendu sur une question au gouvernement. Je dis avec professeur des écoles, c'est un des métiers les plus nobles, quoi. C'est nourriture intellectuelle et nourriture matérielle, en fait. Mais les deux se rejoignent. C'est quand même pas... C'est pas neutre, quoi. Plombier, c'est très bien comme métier, je veux dire, c'est noble aussi, mais si tu as une fuite d'eau, bon, ça va, quoi. Mais si tu es agriculteur et que tu produis de la merde, que ça te met dans une espèce de une dissonance cognitive telle que tu en arrives à mettre fin à tes jours, moi je pense que ça pose un problème qui est largement plus grave. Donc il faut effectivement redonner du sens et redonner une valeur à ce travail-là. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aurais savoir, le problème de l'industrie agroalimentaire, c'est aussi qu'elle contribue au positif pour la France. Donc ça, je pense que c'est une des rares industries en France où on s'auto-suffit. Donc ça, c'est bon, je pense que l'argument vous êtes opposé. Et deuxièmement, est-ce que le bio est une garantie parce que est-ce que les choses qu'on assemble, est-ce qu'il peut y avoir pour reprendre notre expression, est-ce qu'il peut y avoir de la merde bio en fait? Voilà, c'est ça un peu la question. Alors sur le sol commercial, ouais, c'est effectivement l'excédent commercial, c'est ce qui nous a été beaucoup opposé, notamment dans la loi agriculture-alimentation, mais vous n'y pensez pas. Le saut commercial, etc. Très bien. Mais si déjà on commençait par... on est autosuffisant en quoi? En nourriture, effectivement, on n'est pas en pénurie alimentaire, mais moi je préférerais que nos agriculteurs aient des revenus décents, pas avec un sol commercial où on les pousse à agrandir leurs exploitations, à mécaniser de plus en plus, où ils sont endettés à des niveaux qui sont terribles, pour aller exporter du blé industriels, panifiables, où ils sont inactifs pour 800 hectares, où ils balancent des pesticides, etc. Donc une ligne d'excédent commercial blindée de pesticides et de gens qui meurent, moi ça ne me fait pas rêver, effectivement. Aujourd'hui, c'est comment on se passe, ou comment on fait autrement de cet excédent commercial. Parce qu'on importe aussi des choses, hein. On importe du soja OGM pour nourrir des bêtes, élevés dans des conditions terribles. On en parlait tout à l'heure sur l'histoire de la viande. Donc il faut regarder pourquoi faire un excédent commercial. Après, il y a des productions qui sont aussi plus enclines à alimenter cet excédent commercial et peut-être avec de la valeur ajoutée un peu plus forte. Moi, je suis de Gironde, donc l'industrie viticole, c'est pas rien non plus. Et pour autant, il y a de plus en plus de viticulteurs qui passent au bio parce qu'ils en ont marre déjà de s'empoisonner avec des saloperies qui pulvérisent 17 à 20 fois par an, et puis parce qu'aujourd'hui ils valorisent leur production mieux en bio, y compris à l'export, qu'en conventionnel. Donc vaste question, mais il faut savoir ce qu'on veut. Déjà, pour moi, un agriculteur, il n'a pas vocation à faire un excédent commercial, il a vocation à nourrir déjà la population avec des aliments sains. Et pour le bio, oui, il peut y avoir de la merde bio.
Ça, c'est un fait, je crois que tout le monde le sait. Il peut y avoir du bio, j'en ai vu, j'étais au salon industrie de l'alimentation il y a quelques semaines à Villepinte, des gens qui nous vendent du bio, mais effectivement il y a quand même 48 additifs qui sont autorisés en bio, donc tu peux avoir du produit bio avec 30 additifs, ça le fait très bien, il y aura toujours le label bio dessus. Il peut y avoir aussi du bio qui vient de l'autre bout de l'Europe ou de l'autre bout de la planète, et donc avec un système de contrôle qui me paraît pas forcément tout à fait fiable, donc ça c'est encore un autre souci, et qui a un bilan carbone qui est aussi, parce qu'on parle aussi, l'impact, le rapport parle aussi de l'impact environnemental, et là au côté bilan carbone on est tous d'accord que c'est une catastrophe. Donc non, le bio n'est pas la panacée, je suis d'accord. D'ailleurs moi je plaide pour qu'on arrête avec le label bio, qu'on le supprime, parce que pour moi l'agriculture bio, c'est le mode de production normal. C'est-à-dire qu'on a inversé toutes les valeurs dans notre société aujourd'hui. C'est-à-dire que le gars qui fait bien, qui produit sans pesticides, qui fait attention au bien-être animal, qui paye bien ses salariés agricoles, s'il veut avoir un label bio, il doit payer 1000 balles par an pour avoir ce label, alors qu'il fait juste normalement. Moi je dis, c'est ceux qui font pas comme ça, on devrait leur proposer un label AC, agriculture chimique, et où ils paieraient pour avoir le truc agriculture chimique, et ils paieraient 3 000 € par an pour avoir le label, et puis ces 3 000 €, on s'en servirait pour alimenter un fonds de conversion à l'agriculture qui deviendrait la norme, et qui serait l'agriculture conventionnelle du futur, qui est celle qui doit être normale, quoi. Enfin, je sais que c'est utopique, mais comme disait l'autre, soyons réalistes, exigeons l'impossible. Alors on est désolé, on va bientôt devoir conclure et on va passer aux 2 dernières questions, mais si vous êtes encore ouvert, peut-être que certaines personnes qui avaient encore des questions pourront vous en poser rapidement de manière informelle à la fin, je pense, si ça vous va. Oui, moi ça me va. Après, donc ma collègue va nous faire poser 2 dernières, et puis ensuite on prendra 5-10 minutes à la sortie voilà, pour des échanges. Quitter la salle, mais n'hésitez pas à continuer à poser des questions, et merci à tous. Moi, je voudrais revenir sur le bio quand même, parce que je pense que là, vous terminez de manière un peu... lapidaire. Pas irresponsable, mais presque, parce que la bataille que mènent les producteurs bio, les territoires dans lesquels on crée des AMAP, où on essaie de combiner une nourriture saine avec la préservation du revenu du paysan, c'est pas rien. Et effectivement, mais c'est pas quelque chose qui va arriver tout seul, quoi. Non. Il faut une démarche qui soit locale, décentralisée. Il faut qu'on soit impliqué comme des citoyens. Mais la MAP, c'est quelque chose qu'on gère ensemble. Donc c'est des modes de consommation qui sont liés à des modes de production, et avec cette idée de préserver les ressources de l'agriculteur. Et ça, je pense qu'il faut effectivement le développer. C'est une des garanties d'avoir une qualité qui est celle du bio, parce qu'elle est liée à la production locale. Donc ça, c'est, à mon avis, important. Et sur ce terrain-là, je pense qu'il y a des enjeux politiques. Lorsque un département décide d'imposer la cantine bio, parce que ça, on n'en a pas parlé, il y a donc un choix politique qui est fait par les responsables du département pour que dans les cantines des collèges, on mange bio. Donc là, on arrive à retrouver une partie des solutions qu'on peut amener concernant l'égalité sociale d'accès à une nourriture saine. Vous voyez, on a aussi des possibilités dans le lycée, etc. Donc on voit que politiquement, localement, sur les territoires, il y a des possibilités. Et ce que je voudrais aussi, c'est qu'on s'interroge sur le rôle de la politique agricole commune. Quelles contraintes il peut y avoir aussi là, dans quelque chose qui va être l'aide à l'agro-industrie, ou au contraire, ce qui pourrait être l'aide au bio. Donc, comment encourager et développer la production bio dans ce cadre-là, au tir au but. Oui. Merci. Ok. Alors sur le bio, pas de méprise, j'ai fervent défenseur de l'agriculture bio. C'était sur la réponse que est-ce que le bio est une garantie absolue d'avoir de la qualité? Et sinon, parce qu'effectivement aujourd'hui le bio il peut venir de l'autre bout de la planète. Sur la relocalisation, j'ai parlé dans mon propos plutôt des projets alimentaires territoriaux, et qui sont une des clés, et moi c'est une des recommandations du rapport, c'est que aujourd'hui c'est des projets qui mettent autour de la table les collectivités territoriales, les collectivités locales, les producteurs, les intendants. Moi j'ai un groupement d'achat dans les collèges et lycées en Gironde, ces gens autour d'une table, les AMAP, les consommateurs, les associations de consommateurs, et qui disent comment on construit
tous ensemble la relocalisation, on redonne du revenu aux paysans et on donne de la nourriture saine à nos élèves, à nos gamins, dans les écoles, dans les lycées. Et ça, le problème, c'est que ce n'est pas assez soutenu. C'est pour ça que moi j'ai fait la proposition que les projets alimentaires territoriaux, il y ait une volonté politique de les généraliser et puis qu'ils soient soutenus pas à la hauteur aujourd'hui où c'est 30 000, 50 000 euros. Mais quand il faut remettre des légumeries dans les cantines scolaires, c'est pas avec 30 000 euros, 50 000 euros que vous remettez des légumeries dans toutes les cantines scolaires dans un département comme ici ou comme chez moi en Gironde. Donc il faut qu'il y ait, voilà, c'est une autre échelle. Sur la PAC, on ne va pas avoir le temps, mais c'est un long débat. C'est effectivement l'orientation, la répartition entre le pilier 1 qui va au conventionnel et le pilier 2 qui va à l'agriculture bio. Et aujourd'hui, la pente qui est prise d'arrêter les aides au maintien et qui pose un problème réel, alors que de plus en plus d'agriculteurs se tournent et sont en train de faire leur conversion vers le bio parce qu'ils ont bien compris que déjà pour leur santé c'était mieux et puis pour leurs revenus, malgré tout, ils retrouvaient aussi du sens et du revenu à faire mieux. Juste pour essayer de faire court et de rentrer dans le timing. Non, pas envie. Bonsoir, j'ai une dernière question assez courte, mais on a parlé beaucoup du contenu de ce qu'on mangeait, l'alimentation, et vous avez juste évoqué le plastique, donc un peu le contenant également. Est-ce que on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui migrent, par exemple du plastique vers les aliments, et que finalement énormément de contenants ont un impact sur l'alimentation. Est-ce que ça a vraiment sa place dans les débats aujourd'hui? Est-ce que c'est pris en compte ou c'est vraiment encore difficile et laborieux d'en parler? Alors c'est quelque chose, c'est un sujet d'importance qui a émergé très récemment. Il est présent un petit peu, on l'a évoqué dans le rapport, parce qu'il y a ce problème de l'emballage plastique, mais il y a aussi d'autres problèmes, notamment sur des huiles minérales qui peuvent migrer dans des emballages en carton, des choses comme ça. Des huiles minérales sur le contenant qui migrent vers l'aliment qui est contenu. Non, c'est un réel souci, hein, tout ce qui est contenant en plastique, alors que ce soit quand vous achetez toujours mes fameuses carottes râpées, toutes râpées dans le supermarché, parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens, des nanoparticules. C'est juste effrayant, hein. On n'achète plus rien du coup après. Donc il y a cette question des contenants, mais il y a aussi la question qu'on peut se poser chez nous quand vous cuisinez, ou que votre mère ou votre grand-mère vous fait le super petit plat avec zéro additif, que des produits bio, locaux, produits bruts, et qu'il en reste pour le lendemain et que vous le mettez dans un Tupperware, donc dans un contenant en plastique, et que vous mettez ça au micro-ondes, voilà, vous casser un petit peu le côté sain de l'alimentation, parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui migrent, des bisphénols, etc., etc. Donc c'est un combat qui est récent, qui a émergé, qui a été porté par des collectifs qui s'appelaient Cantines sans plastique et qui ont réussi. C'est un combat que j'ai porté parce que le collectif a émergé et a pris naissance en Gironde à la mairie de Bordeaux, puisque la mairie de Bordeaux a basculé vers de la vaisselle en plastique dans toutes ces cantines et que les parents d'élèves se sont alarmés parce qu'il y avait du bisphénol. Il y a un combat qui a été mené, ça a fait quand même des petits dans toute la France, et en fait on s'est aperçu qu'il y avait des collectifs partout et des endroits où le plastique avait été éliminé de toute la chaîne de production d'aliments en restauration collective. Je crois que c'est la ville de Strasbourg, non loin d'ici, qui est déjà sortie du plastique dans les cantines. Et donc c'est pas un sujet à prendre à la légère, il y a vraiment des enjeux de santé dans les contenants. Il y a cette victoire, on va voir comment ça va aboutir, puisque le collectif Cantines sans plastique a réussi à faire un travail d'influence auprès des parlementaires, y compris ceux de la majorité, que moi j'ai appuyé, pour qu'il y ait un amendement qui demande à ce que, la loi a voté que d'ici 2025, il n'y avait plus de contenants en plastique dans les restaurants scolaires. C'est une première victoire. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous pour vos questions, pour être venus. Merci aussi bien. Un grand bravo à Jean-Baptiste. Merci de... Merci pour ces questions de départ et d'avoir bien invité à M. le député.